Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marine qui va nous parler de son aventure avec le yoga, mais aussi la naturopathie et l'ayurveda avec les livres qu'elle a sortis, mais aussi tous ses autres projets. C'est passionnant. Bonne écoute. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de Yoga dans nos vies. Hello Marine, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et bien plus encore. Bonjour Alexandre. Alors du coup, la première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois? La première fois, j'avais 14 ou 15 ans, j'étais en vacances avec ma famille et il y a une amie de ma belle-mère qui m'a donné un cours de yoga. Je n'avais jamais pratiqué avant et, et c'était un cours de yoga tout simple. Il me semble qu'elle avait passé pas mal de temps dans les ashrams Shivananda. Donc c'était un cours un petit peu inspiré des 12 postures de base Shivananda. Et la sensation de bien-être que j'ai ressentie à la fin de ce cours m'a marquée à vie. J'étais, Ah oui. je planais complètement, j'étais super bien, super détendue et ça a vraiment été un marqueur très fort pour moi dans mon corps et vraiment dans mon ressenti. Donc voilà, j'ai découvert le yoga comme ça. Ok, super. Et donc par la suite, du coup, tu as voulu aller plus loin, je suppose. Qu'est-ce que tu faisais en parallèle à ce moment-là? Tes études ou je sais pas. Alors j'étais encore au lycée à l'époque. D'accord. J'ai continué, en fait, ça a été pendant peut-être 10-15 ans. En fait, elle m'a filé une feuille avec les 12 postures de base, Shivananda. J'avais appris la salutation au soleil. Et en fait, pendant toutes ces années, j'ai pratiqué que ça. Donc je faisais la salutation au soleil, les postures de base. Et ça me suffisait, je connaissais que ça, et c'était ok enfin voilà, ça m'a apporté dans ma pratique toutes ces années. Ok. Donc ouais, j'étais au lycée. Après, bien sûr, j'ai grandi. Après, c'était une phase de ma vie pour moi où c'était, voilà, je suis passée par une époque un peu troublée. J'avais beaucoup de, enfin, voilà, c'était une époque de ma vie qui n'était pas forcément très lumineuse. Mhm. Mais on va dire que le yoga m'a toujours accompagnée à cette période-là. Il le fait toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était voilà, c'était un peu une référence que j'avais, un des rares trucs stables qui faisait partie de ma vie à ce moment-là. Ok. Et donc, du coup, tu as voulu, je suppose, aller plus loin avec le yoga. Donc, tu disais qu'au début, tu faisais que la salutation au soleil, que ça t'allait très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment, je sais que tu as fait des études dans le droit, donc rien à voir. Est-ce que tu peux nous parler de ça et puis de ces parallèles avec le yoga? Ouais, bien sûr. En fait, ouais, moi j'ai voulu aller plus loin dans le yoga quand j'ai souhaité devenir professeur. Mhm. Donc en fait, pendant 10-15 ans, j'ai eu une pratique très solitaire, j'ai quasiment jamais pris de cours. C'était vraiment un truc pour moi qui m'accompagnait. J'ai effectivement fait des études en droit, en sciences politiques à la fac. J'avais fait aussi un diplôme d'anglais, enfin de droit anglais en anglais, ça s'appelait le BDUG à l'époque, à Nanterre. Et puis, mais bon, je faisais toutes ces études-là en sachant très bien que ça constituerait pas un projet professionnel derrière, mais bon, je faisais partie d'une famille, d'un milieu social où il fallait faire des études et puis c'est tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à la fin de mes études, je suis partie. Enfin, j'avais la chance d'être mannequin en fait en job étudiant. Donc quand j'ai fini mes études, mon stage et mon mémoire, je suis partie. J'ai pris des contrats de mannequin un peu partout dans le monde et j'ai voyagé. Et c'est en revenant de ces. Donc là, bien sûr, je continue à pratiquer le yoga aussi, mais ça faisait voilà, c'était vraiment en pratique perso, solitaire.
Et en revenant de toutes ces années de voyage, de mannequinat et de aussi apprendre à me connaître pour savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire, parce que c'était un peu ça aussi qui m'animait. Je tournais un petit peu à chercher un petit peu ma mission d'incarnation, on va dire. Même si je le formulais pas comme ça à l'époque, mais oui, j'avais besoin de donner du sens à ce que je ferais. Et bon, donc j'ai pas mal cherché. Je pense que c'était un temps aussi où j'avais besoin de mûrir et d'apprendre à mieux me connaître. Et donc ça a débouché à 28 ans sur une reprise des études en naturopathie. D'accord. Donc je me suis formée au Sénato à Paris entre 28 et 30 ans. Donc tout de suite à 30-31, je me suis installée en tant que naturopathe avec mon diplôme en poche, activité que je pratique depuis toujours, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de passion. Et 2 ans, 2 ans après avoir commencé la naturo, il y a eu en l'espace d'un mois, il y a eu peut-être 3 ou 4 personnes différentes qui m'ont soit demandé de leur donner des cours de yoga, soit offert une salle pour donner un cours de yoga. Des personnes qui se connaissaient pas du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, là, il y a peut-être un signal, il y a peut-être un message. Et puis j'étais arrivée à un moment où je stagnais un petit peu dans ma pratique. Effectivement, les 12 postures de base et les salutations au soleil, ça, c'était bien, mais c'est vrai que j'avais besoin d'aller plus loin. Je connaissais pas spécialement de prof ni rien, donc j'avais pas cette démarche d'aller voilà, plus loin avec des professeurs ou d'aller dans un cours. Et en plus, au Sénato, donc l'école de naturopathie, on avait eu des cours un petit peu de pranayama, de techniques respiratoires, avec des ouvertures sur l'ayurveda, le yoga, et ça m'avait vraiment parlé, quoi. Mm. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah, si j'aimerais bien aller plus loin et peut-être pouvoir enseigner le yoga, ou transmettre en tout cas ce que modestement je pouvais transmettre. Et naturellement, comme j'avais été initiée au yoga par donc cette femme qui avait passé pas mal de temps aux ashrams Shivananda, hyper naturellement, du coup, j'ai regardé sur les formations de professeurs chez Shivananda et je suis allée là-bas un été faire le TTC. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, du coup, mon histoire d'enseignement du yoga. Ok. Et donc ça, tu as dit que c'était 2 ans après t'être formée en naturo et avoir Ouais, c'est ça. commencé à... D'accord. Et donc après ça, donc tu t'es formée, tu avais toujours ton activité de naturopathe à côté. Comment tu as jonglé entre les deux? Comment tu as fait pour bah, à la fois voilà, ouais, lier ces deux passions et métiers? Bah, ça se complémente très bien. Oui. C'est deux activités qui vont très bien ensemble. Parce que le yoga, dans son côté, on va dire, mouvement, posture, est extrêmement complémentaire d'une hygiène de vie naturopathique en général. Et puis, bien sûr, et après, il y a eu tous les enrichissements dans ma pratique grâce à l'Ayurveda qui sont venus voilà, vraiment nourrir et enrichir ma pratique de la naturopathie comme je la pratique aujourd'hui. Et donc ça, c'était vraiment super. Donc, bah, comment ça s'organise? C'est pas compliqué. Dans les 2 lieux où je consulte en naturo, je donne aussi des cours de yoga. Donc j'ai 2 cabinets de consulte, un, à Paris où je suis un jour par semaine et donc c'est un espace partagé avec, des ostéopathes, des psys, des masseurs et cetera. Et donc il y a une grande salle en bas où je peux donner un cours de yoga à l'heure du déjeuner à mes élèves parisiens. Et le reste de la semaine, je travaille donc dans un lieu que j'ai créé près de la forêt de Fontainebleau, parce que je vis là-bas. Donc le lieu se trouve à Courance, très exactement, à côté de Milly-la-Forêt. Et donc pareil, là-bas, je donne donc mes consultants naturaux et le matin et le soir des cours de yoga. Donc voilà, j'ai tout un petit hub d'élèves là-bas. Donc là-bas, on fait pas mal de postures. J'anime aussi des ateliers de méditation tous les mercredis et un atelier de pranayama tous les vendredis. Donc voilà, donc ça fait pas mal de petites options pour ceux qui ont envie de pratiquer dans la région. Ok, oui, donc ça fait quand même 2 lieux avec 2 activités dans les lieux. Non, c'est quand même assez riche, on va dire. T'as pas le temps de t'ennuyer. Ça, c'est sûr.
Après, j'ai appris à mieux gérer mon temps aujourd'hui. Il y a eu un moment où c'était trop, où j'arrivais pas, enfin, j'étais vraiment fatiguée parce qu'à côté de ça, enfin, voilà, moi je suis passionnée d'escalade, donc l'escalade Mhm. c'est aussi une activité qui demande du temps et voilà, qui est très exigeante en termes d'entraînement et tout ça. Donc ça demande pas mal de temps. J'habite une maison avec un grand jardin, avec un potager, enfin, etc. Donc c'était un peu too much à un moment. Donc j'ai réduit mes jours de consultation. Je suis passée de 5 à 3 Mhm. en arrêtant de travailler le samedi. Et donc ça a fait une grosse différence. J'ai pu récupérer des week-ends, me donner des jours de repos dans la semaine pour pouvoir écrire, pour pouvoir me reposer. Donc ça, c'était voilà. Et ça a été possible que à partir du moment où mes cabinets tournaient bien entre guillemets, c'est-à-dire j'avais suffisamment de demandes de patients pour pouvoir les regrouper sur 3 jours et du coup m'accorder plus de temps sans consultation. Bon, ça veut pas dire que je fais rien, mais au moins Mhm. j'ai plus ces obligations d'aller à mes cabinets tous les jours. Donc c'est Oui. vrai que c'est chouette. C'est sûr que l'organisation, ça se fait pas en un jour et qu'au final, il a fallu bien se développer avant pour pouvoir te permettre de voir un petit peu ce qui était possible de faire par la suite et comment tu allais justement t'organiser entre ces deux lieux, entre naturopathie, yoga et aussi effectivement cette vie personnelle qui quand même est importante pour son épanouissement. Ouais, c'est ça. Et puis enfin, on se rend pas compte en fait, mais quand tu démarres une activité en libéral entre guillemets, donc la naturo, tu passes au début, t'as pas beaucoup de clients ou de patients, donc bah, tu passes beaucoup de temps à donner du temps, donc à construire un peu ton site internet, ta communication, ton réseau, à faire du domicile, à te déplacer partout, à faire. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé, je faisais beaucoup de mini-conférences ou des journées où je faisais des bilans de vitalité dans les boutiques bio du coin. Enfin, voilà, tu donnes beaucoup de ton temps au début parce que du temps, t'en as. Et puis t'as de l'énergie, t'es tellement genre waouh, ça y est, c'est nouveau. Enfin, voilà, tu peux gravir des montagnes. Donc tu surfes là-dessus un peu pendant 2-3 ans. Et après, bah voilà, si tu fais bien ça, si tu as un bon site internet, que tu t'es un peu pas trop mal débrouillé, bah, du coup, ça tourne pas si mal. Et puis c'est là où, du coup, tu travailles beaucoup, beaucoup. Et puis au bout de quelques années, tu arrives à mieux réguler. Et le yoga, c'est un peu pareil. Au début, t'as pas beaucoup d'élèves. Voilà, tu vas faire des cours un peu partout. T'as 3, 4, 5 lieux de cours différents où tu fais plein de kilomètres, parfois pour pas beaucoup d'élèves. Enfin, voilà, c'est le temps voilà, c'est pas magique, quoi. Du jour au Oui. lendemain, genre, tadam, tout arrive tout C'est cru. ça. Donc, ça demande, voilà, de dépenser pas mal d'énergie au début pour ensuite, voilà, réussir à concentrer un peu plus tes activités. Et c'est vrai que c'est une phase qui est plus confortable, en tout cas en tant que prof et praticienne aujourd'hui. Quand je repense à quand j'ai démarré, bah, du coup, on est en 2021, donc ça va faire 7 ans déjà. Je sais pas si j'aurais l'énergie aujourd'hui de refaire tout ça. Oui, mais au début, c'était vraiment, voilà, tu avais envie de lancer ça et maintenant que c'est lancé, bah, c'est vrai que comme tu dis, ça roule un peu plus, donc c'est quand même plus agréable pour toi avoir justement cette sécurité et de te dire, bah voilà, j'ai un temps pour tout et du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça t'a permis aussi de pouvoir réaliser d'autres projets comme des projets d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets avec justement deux livres que tu as déjà sortis et puis j'ai vu qu'il y en avait un troisième en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est vraiment le karma. Ça, c'est un truc de dingue comment ça s'est passé. En fait, ça m'est tombé tout cru. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'ai rien cherché. En fait, j'ai commencé à écrire. Enfin, j'ai toujours aimé écrire. Je fais partie de ces gens qui tiennent des journaux ou des carnets de notes depuis toujours. Euh, enfin, des personal diary, quoi, hein, j'entends. Hein. Donc voilà, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. Et quand j'ai commencé la naturo, donc j'avais plein de temps. J'ai une de mes patientes un jour qui est venue me voir et qui m'a dit voilà, moi je travaille sur cette newsletter, ça s'appelle Mid Plus, donc c'est une newsletter qui existe toujours d'ailleurs, qui est destinée aux femmes de plus de 45-50 ans.
Et on a plein de catégories, bien-être, culture, sport, etc. Est-ce que ça vous dirait d'animer une colonne bien-être une fois par mois? Je dis, bah ouais, super, très bien. Donc, a commencé cette collaboration pour m'aider plus. J'écrivais donc régulièrement pour eux, voilà, toutes sortes d'articles sur la perte de poids, le café, le stress, enfin bref, ce genre de sujets. Et un jour, donc ça a duré, et c'était gratuit, hein, bien sûr. Donc voilà, ça a duré comme ça pendant 2-3 ans, et enfin peut-être 2 ans. Et, et puis un jour, j'ai reçu un mail d'une femme de la maison d'édition Rustica en me disant, voilà, on cherche un auteur pour écrire un ouvrage sur la naturopathie, un ouvrage assez général, est-ce que ça vous intéresse? Je dis, bah, écoutez, bon, appelons-nous, discutons-en. Et donc ça s'est fait comme ça. En fait, cette femme, elle avait eu mon contact par une ostéopathe que j'avoue, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, cette ostéo, visiblement, elle lui a parlé de moi. Et puis, elle m'a contactée. Ils ont un peu pris un risque parce que, bah, voilà, j'avais écrit des articles, mais ça faisait 600 signes, les articles. Là, ils me proposaient un bouquin de plus de 180 000 signes. C'était un truc assez... Voilà, c'était un gros pari Oui, pour eux, quoi. c'est pas le même projet. Non, c'est ça. Donc voilà, mais donc j'ai dit oui. Je leur ai proposé une trame qui était assez... parce qu'eux, ils avaient envie d'un truc un peu bateau. Enfin, c'est peut-être méchant de dire ça aujourd'hui, mais ils avaient envisagé, voilà, un livre assez bateau sur la naturopathie, avec les 10 techniques, un truc un peu classique. Et moi, j'avais pas tellement envie de ça. J'avais envie de faire un ouvrage qui rentrait par le patient, donc un ouvrage plutôt axé sur la façon dont on travaille en cabinet, c'est-à-dire selon on part des symptômes, on part des différents problèmes, des dysfonctionnements physiques que les personnes peuvent rencontrer, et puis on essaye de trouver les causes, on essaye de décortiquer un petit peu les phénomènes qu'il y a derrière ces symptômes, ce qu'on appelle en naturopathie l'approche causaliste, qui en fait vise à déterminer et à résoudre la cause de la cause de la cause du problème. Donc à remonter un petit peu comme ça ces chaînes de causalité sur qu'est-ce qui se passe pour régler le problème dans la profondeur et pas simplement supprimer le symptôme en surface. Donc ça, c'est un élément important de la naturopathie et de toutes les médecines traditionnelles comme l'Ayurveda. Et donc ce premier livre, il a vraiment été conçu comme ça. Une approche très pratique, très centrée sur les problématiques des patients, et du coup qui proposerait des solutions très concrètes, comme ce qu'on va proposer en cabinet. Par exemple, vous venez avec un problème digestif ou un problème de sommeil, et puis bah, on va essayer d'explorer les différentes causes possibles de ce problème digestif ou de ce problème de sommeil. Et en naturopathe, va vous proposer des réglages alimentaires, des plantes, des techniques de respiration, de gestion du stress, des techniques manuelles, quelques postures physiques, enfin voilà, tout un panel d'outils pour essayer d'apporter une solution à la cause de votre problème. Et donc ce bouquin, il a été conçu comme ça. Et puis bah, ça a bien pris. Aujourd'hui, c'est un des top ventes de Rustica. Ils sont super contents. Donc c'est génial. Pour moi, en tant que premier ouvrage, c'était super d'avoir une validation comme ça. Donc ça, j'en suis très heureuse. C'est vrai que c'est sûr, ça m'a pris du temps, mais c'est aujourd'hui, voilà, c'est hyper chouette d'avoir des super retours de personnes qui vous disent que ça les a beaucoup aidés, que du coup ça les a mis en confiance pour se lancer avec une consultation en naturopathie, et puis du coup pour opérer des changements importants pour leur mieux-être, pour leur santé. Et donc ça c'est vraiment une super récompense de savoir que ça participe à aider plein de gens. Ouais, c'est sûr. Bravo. Ouais, c'est vraiment génial. Franchement, ça nourrit énormément. Le deuxième livre qui est sorti donc cette année là, au mois de début mars, il me semble. Donc celui-là, il est sur l'Ayurveda, donc également chez Rustica. Ça a été celui-là, je l'ai construit un petit peu pareil que celui sur la naturopathie, donc une approche très pratique, très centrée sur le patient. Avec, donc bien sûr là, je ne sais pas si vous connaissez un peu plus l'Ayurveda, ce sera l'occasion d'en parler dans un prochain podcast.
Je ne sais pas lequel sortira en premier, mais en fait, cet ouvrage, je l'ai coécrit avec un médecin indien avec qui j'ai bossé quand j'étais au Kerala. Mhm. J'accompagnais un groupe de yoga au Kerala et puis j'ai passé plus de temps en Inde et j'ai fait la rencontre du docteur Gokul dans sa clinique au Kerala. Et donc moi j'ai reçu des soins et puis il a été super gentil, il m'a partagé plein de techniques, il m'a laissé un peu observer les préparations, les soins, il m'a expliqué plein de choses, etc. Donc c'était chouette. Et puis, bah, du coup, quand Rustica m'a proposé d'écrire ce livre sur l'Ayurveda, j'ai tout de suite pensé à une coécriture avec lui, ne serait-ce que pour légitimer mon propos, parce que moi, je suis pas médecin ayurvédique, Mhm. je suis pas indienne. Donc voilà, c'était pour avoir cette validation, en tout cas, de quelqu'un qui est docteur en Ayurveda et qui aurait pu expliquer aussi avec plus de facilité les racines de cette médecine, les fondements, les différents concepts. Et puis voilà, moi j'ai fait un peu le pont entre l'Inde et l'Occident pour que son langage à lui puisse être traduit dans des concepts qu'on connaît mieux ici et de pouvoir du coup faire le lien pour le lecteur entre l'Ayurveda et le lecteur. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai construit ce deuxième livre qui est sorti, donc pareil chez Rustica en mars, que vous trouvez un peu partout. Mm. Et ben, c'est grâce à ce livre que justement je t'ai rencontré parce que j'ai acheté ce livre parce que je voulais en savoir un peu plus sur l'Ayurveda, qui est très bien, donc je le conseille. Et donc effectivement, le podcast spécial Ayurveda sortira peut-être après ou avant le tien. On verra ça ensemble. Mais en tout cas, c'était un très bel échange. Et là, pareil, j'en apprends beaucoup plus sur toi et ton parcours. Merci en tout cas pour ces partages sur tes deux livres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter dessus? Et est-ce que tu veux nous parler de ton troisième projet? Donc bah oui, ce troisième livre, ça a été une nouvelle maison d'édition, donc la Maison Solar qui m'a proposé ce projet. Donc chez Solar, ils ont une collection qui s'appelle Mon Cahier, qui est une collection très pratique sur un format assez comment dire, facile d'accès, très pédagogique, avec beaucoup d'infos pratiques, beaucoup de rituels. Et en même temps, ça reste de la bonne info. C'est pas, comment dire, c'est pas. Il y a vraiment des infos concrètes là-dedans. Il y a des trucs qui vont assez loin, qui sont assez poussés. J'ai été assez surprise d'ailleurs de l'ouverture et de la conscience qu'ils ont là-bas voilà, du bien-être, de la santé, des choses plus énergétiques. Enfin voilà, ils font des cahiers sur les plantes, en même temps sur les huiles essentielles, et en même temps sur la femme sacrée, sur, enfin c'est sur le féminin sacré. Enfin, on trouve pas autant que ça d'ouvrages à part chez Très Daniel, quoi. Donc enfin voilà, je trouvais ça sympa d'avoir cette possibilité d'ouverture et de pouvoir créer, de proposer des choses, voilà, plus du domaine de l'énergétique ou plus sur le travail spirituel, de pouvoir l'inclure en fait dans des rituels à base avec les plantes. Donc Mhm. c'était vraiment voilà une possibilité de création assez large et assez ouverte. Le seul truc qui a été difficile pour moi à gérer au début, c'était la forme, parce que ils ont voilà, c'est une collection qui est extrêmement normée, très chartée, avec un nombre de signes précis par page, un nombre de pages extrêmement précis, des tests à réaliser, enfin voilà, un ton qui est très direct. Voilà, c'était difficile pour moi au début de rentrer dans toute cette forme. Mais bon, une fois que j'ai accepté et que j'ai lâché prise, tout s'est bien passé, comme d'habitude. Mais oui, au début, ça m'a fait un peu peur, j'avoue. J'ai presque refusé le projet tellement j'avais peur de pas pouvoir m'exprimer dans une forme aussi précise. Mais bon, Et au du final, coup, ça s'est super bien passé, ouais. du coup, ouais, t'as réussi. Et du coup, ce projet, il sort quand? Écoute, je suis pas bien sûre. Il me semble que c'est à cet automne. Là, il est en cours de relecture. J'ai livré le manuscrit il y a presque 2 mois déjà, donc je pense que ça sera pour bientôt. J'ai pas eu trop de nouvelles, très honnêtement. Là, je sais pas trop où ils en sont. Donc, il me semble que la date prévue, c'était à la rentrée. Donc, ça s'appellera Mon D'accord. cahier de plantes magiques.
super. Bah, on a hâte qu'il sorte alors et normalement ton épisode sortira aussi à la rentrée donc ce sera le Bon, bah, parfait top. timing. Parfait, parfait. Est-ce que, tu as envie de nous parler, d'autres projets, que tu as menés, des stages que tu donnes, je crois, en yoga ou alors des projets, que tu as envie de lancer, sous peu? Alors dans les choses qui sont, en cours, moi j'ai un partenariat avec, Silence Expérience. Mmh. Donc Silence Expérience, c'est un mouvement qui vise à ramener du silence, et une reconnexion avec la nature. Ça passe par l'organisation de retraites. Après on fait aussi des journées, parfois à Paris, mais c'est surtout les séjours, en mode retraite, qui sont notre principal, moyen de travailler. Donc le principe, c'est des retraites silencieuses Mmh. pendant 1, 2, 3 jours, un peu sur le modèle Vipassana, D'accord. mais en beaucoup moins austère. Donc pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Vipassana, Vipassana c'est une méthode de méditation qui a été pareil importée d'Inde et où les participants pendant 10 jours ne parlent pas, n'ont même pas le droit de se regarder les uns les autres. C'est vraiment aucun contact, ni visuel, ni social. Et on fait que méditer 10 heures par jour pendant 10 jours. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est un petit peu extrême. Donc on a eu envie, enfin Jeanne, donc celle qui a fondé Silence Expérience, elle s'appelle Jeanne, Jeanne Dujardin. Et elle a eu envie de rendre ça plus accessible et de mettre un peu plus d'interaction dans ces séjours. Donc, il y a à peu près 48 heures de silence sur 3 jours. Et il y a des cours de yoga, il y a des méditations, des promenades dans la nature, des ateliers de pranayama, du qigong, des ateliers d'écriture, fabrication de bâtons de sauge et de bâtons de plantes, de fumigation. Donc voilà, il y a plein d'ateliers qui sont proposés sur ces 3 jours pour que les participants puissent ressortir de ce séjour avec une boîte à outils pour aller mieux. Parce que c'est souvent des personnes qui sont un peu pas en burn-out, mais en tout cas en surmenage Oui. avancé, Mmh. qui viennent dans les séjours parce qu'il y a ce besoin de silence, de nature, de déconnexion digitale. Voilà, c'est un peu ça qu'on met en avant. Et puis, bah, on leur donne en fait tout un tas de possibilités de pratique, que ce soit voilà, yoga, posture, méditation, pranayama, promenade dans la nature, exercice d'ancrage, massage, enfin voilà, on met tout un panel d'outils. Alors, on leur propose tout un tas de choses pour qu'ils puissent vraiment faire des expériences sensorielles et intégrer en fait un autre état d'être. C'est souvent des retraites où les gens ressortent profondément transformés, heureux, en ayant vraiment pu faire l'expérience d'un repos important, qui leur fait en général beaucoup de bien. Et ils reviennent souvent d'ailleurs sur les séjours suivants, un peu comme tu viendrais faire une petite cure de, de détox tous les ans pour juste faire une pause, quoi. Donc, voilà, donc je travaille assez activement avec eux. On organise, OK. enfin moi je suis ce qu'on appelle un de leurs porte-parole. Donc je parle d'eux, je travaille sur certains séjours pour donner les cours de yoga, pour animer les méditations, faire des conférences sur la naturopathie, animer des marches en forêt où je leur parle des plantes sauvages, de la cueillette, de qu'est-ce qu'on peut manger dans la forêt, enfin voilà, ce genre de choses. OK. Donc ça, c'est assez chouette. Euh, donc ça, c'est une des premières. Enfin voilà, ça c'est une des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Oui. Ensuite, dans le lieu dans lequel je bosse à Courance, un lieu qui s'appelle le Vivier du bien-être, Mmh. il y a, il y a toute une structure qui s'est créée dans le château, parce que c'est à côté d'un grand château. Et donc en D'accord. fait, ils ont rénové plein de lieux, de chambres. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, en fait, il y a une possibilité de créer des séjours là-bas qu'il n'y avait pas avant parce qu'il n'y avait pas d'hébergement suffisant sur place. Et donc voilà, les projets maintenant, c'est de monter des journées ou des séjours pareils sur 2, 3 jours
Mhm. pour faire des retraites de yoga, pour faire des cures ayurvédiques. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui est en train de se monter en ce moment. Le projet, je l'avais un peu mis en stand-by avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le confinement et les restrictions sanitaires, où tous les projets qui se montaient étaient annulés, reportés, etc. Donc moi, j'avoue, j'en ai eu un peu marre de mettre de l'énergie dans quelque chose qui était tellement instable. Donc Mhm. maintenant qu'on est en train de revenir à une visibilité un petit peu pour monter des projets, bien sûr, je vais relancer, réactiver tout ce que j'ai envie de faire là-bas. Donc voilà, ça va être ça, je vais en parler bientôt un peu plus quand j'aurai fixé des dates, que j'aurai les partenaires avec qui je veux travailler, qui seront confirmés. Voilà, je peux pas encore trop vendre du rêve, Ok, pas de mais problème. mais c'est vrai que ce sera vraiment un lieu qui s'y prête bien parce que c'est vraiment un lieu magnifique et puis on a la forêt juste à côté, donc c'est vrai, ça s'y prête vraiment bien pour faire des séjours là-bas et reconnecter avec la nature, faire du yoga, juste se faire du bien. Voilà, c'est vraiment un lieu qui s'y prête très très bien. Donc je suis très heureuse de ça. Mm. Ok, bah, on espère que ces projets-là pourront se lancer très, très vite et très bien aussi, comme tu le souhaites. Est-ce qu'il y Mm. avait d'autres projets que tu avais envie de mener peut-être pour cette rentrée ou même plus tard? Pour la rentrée, ça sera une retraite de yoga avec les élèves qui ont parce que j'ai pas mal d'élèves qui n'ont pas pu trop suivre avec les zooms, qui étaient un petit peu Oui. découragés, démotivés et tout ça. Donc j'avais envie de faire 2 jours un peu intensifs où on peut aussi prendre le temps à la rentrée. Donc ça, c'est en train de se monter pour début octobre. Donc pour l'instant, c'est plus pour mes élèves déjà existants, mais c'est tout à fait ouvert à plein de gens, Mhm. à tous ceux qui ont envie de rejoindre ça. Donc ça, le projet immédiat, ça va être ça. Euh, qu'est-ce que Après, moi personnellement, je suis en train d'approfondir aussi toujours plus mes études dans le yoga. Donc pour la deuxième année consécutive cet été, je repars faire ce qu'on appelle la sadhana intensive. Donc ça, c'est un programme chez Shivananda qui est réservé aux profs de yoga, D'accord. euh, où en fait pendant 15 jours on pratique de façon très très intensive les asanas et le pranayama. Donc D'accord. c'est une expérience qui est incroyable à vivre. C'est difficile, mais waouh, ça apporte tellement. Donc là, j'y retourne cet été pendant le mois d'août pour faire 15 jours du coup de sadhana intensive. Donc je me réjouis déjà, j'ai hâte. Super, donc tu continues quand même à te former et à te prendre aussi du temps pour toi et pour ton équilibre personnel, donc c'est super. Ouais, et puis en tant que moi, je me considère pas du tout comme une prof de yoga. Moi, je suis une éternelle étudiante. Il y a tellement de choses que j'ai besoin encore d'apprendre, de découvrir, d'approfondir. Oui. Plus on avance et plus je me rends compte à quel point je sais rien, quoi. Donc, voilà. Même si j'essaie de pratiquer le je ne veux rien et je ne sais rien, euh, parce que ça aussi, c'est un gros challenge en ce moment. Mais disons que oui, en toute humilité, je vais retourner approfondir le peu que je peux pratiquer et je sais que ça va beaucoup m'apporter. Ok, bah c'est super. En tout cas, on te le souhaite et on espère que tous ces projets se mettront bien en place avec cette fin très proche de crise sanitaire. En tout cas, on l'espère. Est-ce que tu avais quelque chose que tu aimerais rajouter? Je sais pas, peut-être quelques mots pour des profs de yoga qui nous écoutent ou alors des élèves ou des futurs profs. Quelque chose que tu avais envie de rajouter ou peut-être une question que j'ai oublié de poser et sur lequel tu avais envie de revenir. Je lisais un article récemment je sais pas si tu connais Kino McGregor, cette espèce de star du Mhm. yoga aux États-Unis. Oui. Et je lisais un des articles de son blog où
elle parlait du fait justement d'être prof de yoga et parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, enfin rien que dans mes élèves, j'en ai deux déjà, qui depuis quelques temps, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de plus de sens à donner à leur vie, et donc ça c'est absolument génial. Et du coup, il y en a pas mal qui disent tiens, pourquoi est-ce que je deviendrais pas prof de yoga et tout. Et autant je peux que encourager, voilà, si tout le monde faisait du yoga sur la planète serait un lieu beaucoup plus harmonieux. Mais c'est pas facile d'être prof de yoga. C'est pas comme si le monde attendait avec des élèves tout crus pour voilà que vous aviez juste à donner un cours comme ça et que ça va être facile. Ça demande pas mal de temps pour voilà se créer un réseau d'élèves, avoir des élèves qui viennent régulièrement, trouver des lieux. Et quand parfois on travaille dans des studios, des choses comme ça, souvent au début on nous donne les créneaux pas terribles avec pas beaucoup de monde. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas forcément une vie de rêve tout de suite. Et puis après, si on donne effectivement plein de cours, moi je sais que j'ai des collègues, ils ont l'impression d'être des machines à enseigner. Et du coup, ils ont plus de temps pour leur pratique perso et tout ça. Enfin bref. Donc c'est pas forcément facile. C'est pas un Eldorado être prof de yoga. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'énergie. On donne aussi beaucoup d'énergie aux élèves. Et il y a aussi quelque chose où, et ça, je m'en suis, enfin voilà, j'ai vraiment fait l'expérience de ça ces derniers temps, où et ben, il y a besoin d'être là en fait, d'être tout le temps là. Quand on est prof de yoga, on devient un peu pas un marqueur, mais on fait partie des éléments de stabilité des gens. Et donc ça veut dire que soi-même, il y a besoin déjà d'être là tout le temps, de proposer des cours tout le temps, même s'il n'y a pas grand monde, même si les gens ils sont fatigués parce que c'est le plein hiver et que du coup personne n'est motivé, ou que c'est le confinement et que personne n'est motivé, bah ouais, mais ça fait quand même partie du job, entre guillemets, d'être là, d'être présent et et de proposer voilà, des cours qui fassent du bien et qui sont là pour apporter ce que le yoga doit apporter à chacun. Et ça fait partie aussi enfin, c'est un vrai engagement qu'on prend aussi envers ses élèves et envers les autres. Et c'est pas genre je donne des cours de yoga que quand ça m'arrange puis sinon je m'en fiche quoi. Ça fait partie aussi enfin cet engagement qu'on prend, c'est pas anodin parce que voilà, on devient en fait un repère, un élément d'ancrage de beaucoup de personnes qui, sans leur cours hebdomadaire de yoga, bah, elles vont moins bien, elles sont plus stressées, elles ont mal au corps, elles sont plus anxieuses, etc. Et donc c'est une responsabilité aussi. Donc quand on est prof de yoga, on a voilà, on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Et c'est pas genre juste je suis prof de yoga parce que ça m'a apporté beaucoup et du coup j'ai envie de partager. Et donc ça c'est super chouette, hein, l'intention elle est super chouette. Mais voilà, il faut comprendre aussi qu'il y a une responsabilité derrière ça et, et d'être prêt à assumer cette responsabilité. Et ça on le dit pas forcément quand on se lance dans une formation. Donc voilà, j'avais envie de dire ça. Être prof, Bah, c'est aussi c'est... avoir une responsabilité envers ses élèves. Et puis c'est aussi une responsabilité de continuer à pratiquer pour soi et de continuer à bosser sur soi. Sinon, vous faites des cours de sport en fait. Sinon, non, mais c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de yoga business aujourd'hui où il y a plein de gens qui assimilent le yoga aux belles vidéos sur Instagram et à Lululemon. Et donc, le yoga, c'est pas ça en fait. Le yoga, c'est pas ça. Le yoga, c'est une tradition indienne, ancestrale, qui n'a rien à voir avec Lululemon et les beaux centres de yoga à 20 € voire plus le cours. Enfin, il y a vraiment un respect des racines à avoir, à étudier la philosophie, à savoir voilà pourquoi ça a été mis en place, à quoi ça sert. Il y a
un vrai engagement spirituel dans cette démarche, même si bien sûr on peut très bien aussi faire du yoga juste parce qu'on a envie d'être plus souple et d'être moins stressé, ça c'est tout à fait respectable aussi. Mais en tant que prof, on peut pas se suffire de juste avoir fait un petit peu de posture et juste de se dire ok, bah maintenant je suis prof de yoga, j'enseigne dans un club de fitness et voilà quoi. Il y a une vraie dimension spirituelle importante qui est à mon sens essentielle dans le yoga et il y a besoin de retrouver un peu ce respect, cette globalité de la pratique parce que sinon on fait juste un cours de sport et c'est tout à fait ok de faire que ça, mais dans ce cas-là c'est pas vraiment du yoga. Et voilà, d'avoir vraiment cet engagement, ce respect et d'être dans une pratique personnelle où on continue de travailler sur soi pour continuer de pouvoir rayonner aussi une lumière et du prana pour les autres. Et ça, à mon sens, c'est essentiel. Je te rejoins là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, la conscience de soi pour amener à la conscience des autres, c'est très important. J'ai le petit chat qui passe. Je suis désolée. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour tout ce que tu as partagé aussi aujourd'hui pendant cet enregistrement et sur tout ton parcours et sur tes futurs projets. On a hâte de voir tout ça et que tout ça se mette en place. Et puis, merci pour ta confiance et j'espère à très bientôt. Merci Alexandre, c'était un plaisir. Et merci de m'avoir permis d'ouvrir, en tout cas, l'expression sur cette plateforme, c'est super. Merci pour ton travail. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions. Ça me fera très plaisir. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire